Bonjour Nicolas. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Alors pourquoi avoir choisi le thème du bien-être au travail? Alors, le bien-être au travail, d'abord je crois que c'est un sujet central et d'ailleurs l'actualité, hier soir je lisais qu'on est aujourd'hui à un taux de chômage inédit, il est très bas, le plus bas depuis 10 ans. On sait que notamment il y a beaucoup de métiers en tension aujourd'hui, la fonction commerciale malheureusement en fait partie et je crois il est particulièrement important aujourd'hui de faire attention à ce bien-être au travail. C'est primordial. Si on ne le fait pas, on a du mal déjà à recruter. Et le sujet, c'est le bien-être au travail, un atout pour la performance commerciale. Comment est-ce qu'il peut y avoir une performance commerciale si déjà on n'arrive pas à recruter les bons talents, si on n'arrive pas à les retenir? Donc le bien-être au travail, c'est vraiment un sujet central. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison pour laquelle j'ai souhaité aussi qu'il y ait cette matinale, c'est que c'est un sujet aussi que Malakoff Humanis porte depuis bientôt une quinzaine d'années. On était très précurseurs sur le sujet et moi je dis souvent même qu'on a grâce à ça gardé une longueur d'avance. C'était pas du tout évident il y a 15 ans de parler de prévention, de parler de bien-être au travail. Et on a publié depuis tout un tas d'études qui font, je crois, référence. Notre première étude, c'était 2008. On est en 2022 et on a toujours cette longueur d'avance, on l'a. Donc ça, c'est la deuxième raison. On a aussi, en 2019, on a initié une démarche qui consistait à démontrer que la performance sociale et la performance économique des entreprises étaient liées. Donc ça, ça fait partie aussi de ce même ensemble. Et puis, si on parle plus de ce partenariat entre Malakoff Humanis et les DCF, qui nous est très cher, on a initié deux études depuis qu'on est partenaire, une en 2016, une en 2020. Ces études-là, il y a eu pratiquement 1 millier de répondants, donc preuve que le sujet aussi intéresse. Il n'y aurait pas eu 1 millier s'il n'y avait pas d'intérêt pour le sujet. C'est d'ailleurs un de nos records d'études, donc c'est vraiment intéressant de ce point de vue-là. Et je trouvais que c'était important aussi de donner le relais. Et puis alors de manière plus anecdotique, mais ça compte aussi, c'est nos 10 ans de partenariat. Donc je trouvais que, et le faire dans le cadre de l'Assemblée générale, c'était particulièrement important. Donc je suis vraiment, vraiment très heureux qu'on ait pu organiser ça ce matin. Alors, ça prend tout son sens, on l'a bien compris. Ça va se découper en 4 grands sujets, cette webconférence. Est-ce que vous pouvez nous les rappeler rapidement et nous en dire un petit peu plus sur ce qui nous attend? Oui, alors effectivement, 4 sujets. Alors le premier, ça va être un peu le regard de Christophe Scherer, qui est notre directeur général délégué et qui nous fait l'honneur de sa présence ce matin, qui va débattre avec Jean sur la symétrie des attentions. Alors la symétrie des attentions, c'est comment, en prenant soin de ses collaborateurs, on prend soin aussi de ses clients. Donc ça, c'est vraiment, ça me paraissait un thème tout à fait intéressant. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, alors on aura Christophe Inzirio et Leslie Mériou, que je laisserai se présenter, mais qui ont pour particularité de parler de culture du sport de haut niveau, transposable au sein des entreprises. Et je dois dire que si j'ai souhaité qu'ils soient là ce matin, c'est parce qu'il y a quelques années de ça maintenant, j'ai eu la chance de suivre un de leurs séminaires, alors à Clairefontaine. Alors pour les amateurs de foot, évidemment, ils vont dire « Ah ouais, c'est super, Clairefontaine ». Moi, je ne suis pas amateur de foot, mais je peux vous dire que j'avais vraiment apprécié ce séminaire et que j'en garde un excellent souvenir. Donc, Christophe et Leslie viendront nous parler donc du management du sport de haut niveau transposable dans l'entreprise. Donc, deuxième partie. Le troisième sujet, on aura 3 intervenants. Anne Bluteau, que les DCF connaissent bien, Claude Mathieu, et on aura également un médecin qui s'appelle Adrien Frénéard, qui sera en direct de la Plagne. Tout à fait. Voilà, j'espère que ça va fonctionner. Le Vénard. Il ose on tout va bien. Tous, voilà. Ça. Nous, bon, on a voilà, mais on est bien ici quand même. Oui. Donc Adrien, qui est médecin conseil chez Malakoff Humanis, qui viendra nous porter son regard justement, et eux vont nous parler de l'importance du management pour fédérer ces équipes et leur donner du sens. Donc, alors on va parler d'empathie, on va parler de qualité de cœur, et de façon plus étonnante, on va parler de météo. Également. Donc voilà, ça voilà. Et puis enfin la dernière partie, j'ai demandé à Sylvie Pélissère, qui manage nos équipes de consultants prévention, de venir nous parler de choses très concrètes. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait, nous, Malakoff Humanis, pour justement accompagner les entreprises sur ces sujets-là. Voilà, donc 4 séquences prometteuses, j'espère. Exactement. Merci Philippe. On vous retrouve tout à l'heure à la fin pour conclure cette webconférence. Avec plaisir. Et tout de suite, on va enchaîner avec notre premier sujet donc consacré à la symétrie des attentions. Jean, évidemment, vous restez à mes côtés. On accueille donc Christophe Scherer, directeur général délégué de Malakoff Humanis, qui nous rejoint sur ce plateau.
Bonjour Christophe. Christophe, très heureux que vous soyez parmi nous ce matin donc pour avoir votre regard, celui de Jean, sur la symétrie des attentions. On va voir qu'est-ce qui se cache derrière ce terme. Philippe nous l'a un peu dit, pourquoi est-ce si important, qu'est-ce que l'on y gagne. Mais pour débuter, Jean, je me tourne vers vous. C'est vrai que ce concept, il a fait un peu son bout de chemin, il s'est implanté dans pas mal d'entreprises, je sais qu'il vous tient à cœur. Mais c'est quoi votre définition? C'est quoi les grands principes de la symétrie des attentions? Alors peut-être, Nicolas, si vous m'y autorisez, je voudrais remercier chaleureusement Philippe, Christophe et puis leurs équipes pour le soutien qu'ils portent à notre mouvement. Et je pense qu'un partenariat, pour qu'il dure dans le temps, il faut qu'il ait du sens. Et il faudrait que Philippe nous challenge en permanence pour que nous produisions de la réflexion, des études. Et finalement, Malakoff Humanis, vous ne le savez peut-être pas, chers amis, mais vous nous inspirez, vous êtes inspirants pour nous. Et vous nous avez inspiré, par exemple, le thème de notre précédent congrès, qui était la métamorphose du management. Parce que sur ces sujets, vous avez été précurseurs. Et au-delà de faire du care, vous avez fait de la prévention. Et c'est vrai que c'était un vrai sujet, la santé des commerciaux. Et il ne faut pas se le cacher, on est des métiers où il y a une forme de tension et où il y avait peut-être aussi des mauvaises habitudes qui avaient été prises. Et je pense que vous nous avez aidés à nous transformer, la façon d'aborder à la fois nos métiers et le management dans nos métiers. Et vraiment, donc merci, et merci encore d'être présent avec nous et de continuer à nous challenger. Merci à vous. Alors, pour répondre à votre question, parce qu'il va me relancer sur la question, il a bien raison, Nicolas. Non, mais c'était bien le contexte du corps, tout à fait. Je reconnais que moi-même, comme souvent d'ailleurs, un certain nombre d'orientations managériales m'ont été inspirées par les rencontres que j'ai pu faire dans le mouvement DCF. Et c'est aussi la raison de mon engagement. C'est parce que j'y ai trouvé beaucoup de contenu et que ça m'aide au quotidien. Parce que c'est ça l'idée, c'est d'être meilleur avec ses équipes. Et que ce n'était pas un sujet qui était forcément très naturel, même dans ma façon de manager. Et comme souvent, et DCF offre et propose des rencontres, eh bien, au fameux congrès de Nantes, on a eu l'intervention du directeur général de Nespresso. Et Nespresso, c'est une marque incroyable, internationale, puissante, fait partie d'un groupe qui est le groupe Nestlé, qui est un groupe extrêmement puissant. Et quand vous avez le directeur général, alors France, qui depuis a pris des fonctions très importantes chez Nestlé en Suisse, qui vous explique que le succès, son succès, c'est la symétrie des intentions, forcément, ça attire votre attention. Et en l'occurrence, il nous a expliqué, et d'ailleurs on en a fait un livre blanc sur la métamorphose du management, que, et c'est tellement évident, mais même si ça va sans dire, c'est mieux en le disant, comment voulez-vous mettre de l'attention à vos clients si vous ne mettez pas la même attention avec vos collaborateurs, et en l'occurrence avec les commerciaux qui sont des boules d'affectivité. Et c'est vrai que pendant longtemps, on a managé au combien ça va. Et aujourd'hui, il faut manager, c'est mieux de manager, c'est plus efficace au comment ça va. Et ça semble évident, mais hier, quelqu'un m'a posé la question, il m'a dit comment t'expliques ton succès commercial de l'année 2021 ? Eh ben, je l'explique par une équipe management formidable et des commerciaux qui ont le sourire. Alors évidemment, je ne peux pas dire que sur les 450 commerciaux qui composent la force de vente de JCDecaux, tout le monde a en permanence la banane et que, bien sûr, il y a des moments de haut, des moments où ça va moins bien. Mais comment voulez-vous, même vous, sincèrement, vous venez de loin, vous venez de Bordeaux, c'est loin Bordeaux. Si vous venez animer notre conférence avec, qu'est-ce qu'ils vont, de quoi ils vont, bon, vous n'allez pas le faire avec la même enthousiasme, la même passion, puis ça va vite se sentir. Donc comment voulez-vous que les entreprises soient client-centric, parce que alors ça, le mot client dans les entreprises, on l'entend partout, hein, le client il est au centre de tout, si vous ne mettez pas la même attention pour faire en sorte que ceux qui sont en relation avec vos clients soient eux-mêmes dans un bon état d'esprit. Ça paraît tellement évident de dire qu'on est tellement meilleur quand on est en forme que quand on ne l'est pas. Et le sport, c'est important. Et d'ailleurs, quand on a fait la métamorphose du management, on a voulu faire ce match de foot, alors même si toi, tu n'aimes pas le foot, Philippe, mais c'était l'occasion de faire du sport et de mobiliser tous nos associations en leur disant, vous allez pouvoir jouer, vous allez être sélectionné par Laurent Blanc, il a juste gagné la Coupe du Monde de football, et vous allez pouvoir jouer contre les anciens du FC Nantes. Voilà. Et la promesse qu'on fait à Clermont-Ferrand, c'est la même, c'est de dire à tous nos adhérents, vous savez, il y a la tête, il y a l'esprit, il y a le corps, et tout ça, ça ne fait qu'un, et on a toujours opposé tout un tas de sujets.
Eh ben, nous, on va proposer à tous nos congressistes de faire une randonnée cyclotouriste de 70 km avec 1000 mètres de dénivelé. Encore une fois, chacun ira à son niveau. Certains, les meilleurs, vont peut-être le faire en 2 heures, en 2 heures et demie. Il n'y aura pas de compétition. Puis d'autres vont le mettre en 3 heures. Puis certains vont le faire avec un vélo électrique. Et alors, on va se vider la tête. Donc tous ces sujets, ils sont essentiels. Et je pense qu'un mouvement comme le nôtre, il doit inspirer. Il doit donner des directions. Et la symétrie des attentions, c'est essentiel. En tout cas, moi, j'en ai fait. Vous auriez pu me poser une autre question. Un leitmotiv. Allez-y pour les. Vous auriez pu me poser la question. Posez-la Quel est vous-même. votre meilleur KPI de performance, puisqu'on parle de performance commerciale? Il est faux. Eh ben moi, mon meilleur KPI de performance, Ouais. c'est la symétrie des attentions aujourd'hui. Les KPI, c'est bien, mais moi, mon KPI, c'est les yeux qui brillent dans mes commerciaux quand je leur parle le matin, quand je les croise dans le couloir, quand on parle d'un client, quand on va en rendez-vous. C'est ça mon KPI. Mais ça veut dire que. C'est ce supplément d'âme. C'est-à-dire qu'au-delà. C'est la foi. Au-delà des tableaux de bord, des indicateurs, Tout ça vient après. la performance économique, donc ça passe par le bien. Mais parce que on est dans des métiers, et d'ailleurs plus le numérique, le digital, la data, l'intelligence artificielle, tout ça va continuer à se développer. Mais nous, dans nos métiers, je vous rappelle que la troisième composante de l'intelligence commerciale, c'est l'intelligence émotionnelle. C'est ce... Alors, je sais pas, moi, je suis pas chercheur. Peut-être qu'un jour, on va arriver à faire de l'intelligence émotionnelle artificielle. On n'y est pas, hein, à l'ère du métaverse. Mais ça, c'est le supplément d'âme. C'est ça qui fait qu'on fait... J'ai écouté ce matin sur France Inter ce type incroyable là, qui a fait l'ascension des Range Horas par la face nord. Il expliquait, il buvait 50 centilitres d'eau par jour pendant 6 jours. Bon. Vous imaginez, c'est tout le temps à l'ombre. Et le type, il disait à la fin de l'interview était très bien faite, à la fin, il dit, mais vous savez, il dit, faut être... Pour réussir, il était heureux, il dit, faut être en accord avec soi. Il faut être en accord avec soi. Et c'est ça qui lui a donné ce truc pour aller. Vous vous rendez compte, les grandes Joras tout seul. Bon, eh ben, si on n'a pas ce supplément d'âme, et si on ne cultive pas ça, si on ne cultive pas la symétrie des attentions, si on n'est pas tourné vers ses équipes, si on n'est pas là pour... Eh ben, ça ne peut pas fonctionner. Comment le client peut être heureux derrière et satisfait, pardon. J'étais long, Christophe, pardon. Mais non, justement, vous étiez très bien. Et j'avais dit que c'était un sujet qui vous tenait à cœur. Ah oui. Donc on le voit. Christophe, justement, ce supplément d'âme, s'occuper de la santé, le bien-être de ses équipes commerciales. Donc, si je résume, ça bénéficie autant à l'entreprise qu'à ses équipes, finalement. Oui, alors peut-être avant de répondre directement à la question, pour faire juste un petit clin d'œil à Jean et faire aussi la symétrie des attentions dans ma propre entreprise. Et pour aller dans le même sens, dans notre projet d'entreprise, dans nos objectifs, on est une compagnie d'assurance. Les chiffres, c'est un peu notre quotidien. Pour autant, dans les 3 objectifs majeurs que porte la direction générale et donc l'ensemble de nos équipes, il y a en 1, la satisfaction de nos clients, en 2, l'adhésion de nos collaborateurs au projet d'entreprise, et seulement en 3, l'atteinte de nos objectifs de chiffre d'affaires et de rentabilité. Donc on a volontairement, aussi dans une compagnie d'assurance, fait en sorte de valoriser d'abord, finalement, quand on parle de satisfaction des clients et d'adhésion des collaborateurs, l'engagement des collaborateurs au projet d'entreprise, c'est bien la symétrie d'attention qu'on met en avant. Et d'ailleurs, on a, et en particulier dans les populations commerciales que j'ai le bonheur de diriger, un taux d'engagement de nos collaborateurs et d'adhésion au projet d'entreprise qui est de 90%. 5 points de plus. C'est énorme. 5 points de plus que la moyenne du groupe et je crois 8 à 9 points de plus que la moyenne du benchmark, tout secteur d'activité confondu. Voilà. Donc c'est quelque chose qui nous tient aussi à cœur parce que fondamentalement, notre conviction, c'est que la santé des salariés, c'est la santé de l'entreprise. Et ça fait 15 ans qu'on a ça chevillé au corps et au cœur. Moi, j'étais déjà là à l'époque dans cette maison avec la conviction que quand on est un assureur santé, c'est notre métier de base, ça ne suffit plus. Je ne fais même pas référence au débat sur la grande sécu qui nous a occupés ces 3 derniers mois. Ça nous entraînerait dans des débats un peu plus longs et un peu hors sujet. Mais la conviction que nous devions apporter aux entreprises et aux salariés, dont les commerciaux bien sûr, non seulement une protection santé, c'est notre métier de base, mais aussi tout un tas de services et de programmes d'accompagnement qui permettent au quotidien d'accompagner les salariés dans leur santé, leur bien-être, et in fine, et c'est ça qu'on a démontré depuis 15 ans, puisqu'on a quand même un métier de chiffres, et donc on a un peu de recul statistique, de faire la démonstration que si on a des salariés en bonne santé, l'entreprise se porte mieux. On a développé avec un institut extérieur un outil qui s'appelle l'indice du capital humain, qu'on a calculé pour tout un tas d'entreprises de toute taille, et qui montre de façon très claire la corrélation entre une entreprise qui se porte bien sur le plan économique et une entreprise qui se porte bien sur le plan social. Et l'entreprise qui se porte bien sur le plan social,
les baromètres que l'on mène depuis 15 ans et la dernière édition qui vient de sortir il y a quelques semaines montrent que l'attention portée à la santé, mais plus largement à la qualité de vie des collaborateurs dans l'entreprise, c'est la préoccupation numéro 2. Elle était en 6e position au dernier baromètre. Elle est passée en numéro 2. Alors évidemment, la crise Covid est passée par là. C'est peut-être d'une certaine façon une des seules bonnes nouvelles de la crise Covid, c'est que l'attention portée aux collaborateurs, l'attention portée à leur bien-être, mais aussi, et c'est important sur les 2 ans qu'on vient de traverser, l'attention portée aux situations de fragilité, aux situations de vulnérabilité des collaborateurs est devenue une préoccupation majeure. Et en particulier, les problématiques qu'on appelle communément de santé mentale, ou plus exactement l'écoute qu'on peut avoir par rapport à des problématiques d'ordre psychologique qu'ont les salariés, et avec une conviction, nous, que nous avons portée vis-à-vis de nos clients et que nous portons aussi vis-à-vis de nos collaborateurs. Moi qui suis patron des commerciaux, on parle, la signature de Malakoff Humanis, vous la connaissez ou je vous la rappelle, c'est « on aime vous voir sourire ». Donc, évidemment, on s'adresse à nos clients, mais on s'adresse aussi à nos collaborateurs. On a un programme interne qui s'appelle le programme Smile, et on est là aussi dans l'application à nos équipes de cet aspect-là des choses. Mais ce qui est clair, c'est qu'on a une attente des chefs d'entreprise et une attente des salariés. Enfin, c'est, encore une fois, l'attente numéro 2, c'est 89% des salariés en France qui disent « nous, on attend de notre entreprise qu'elle se préoccupe de notre santé, de notre bien-être, de notre qualité de vie au travail ». Et évidemment, si je suis un poil mercantile, moi en tant qu'assureur, plus les salariés se portent, moins, mieux je me porte en tant qu'assureur santé, en tant qu'assureur prévoyance. Aujourd'hui, les entreprises, on suit dans mes équipes 2 cohortes de clients depuis 10 ans. Ceux qui n'ont pas mis en place de programmes d'accompagnement pour leurs salariés et ceux qui ont mis en place des programmes d'accompagnement autour de la réduction des arrêts de travail, de l'accompagnement au retour à l'emploi, finalement de la QVT. On a, en termes de ce qu'on appelle la sinistralité chez nous, c'est-à-dire la consommation santé et l'arrêt de travail, un écart de 20 points entre les 2 cohortes d'entreprise. Donc voilà. Donc, l'indice du capital humain dont je parlais au début, il fait la démonstration, et c'est notre job, de dire, voilà, mesdames et messieurs les entreprises, vous avez un levier de productivité que vous n'avez pas exploité, c'est celui de la productivité sociale. La productivité sociale, c'est faire en sorte que vos collaborateurs, quand ils arrivent le matin, ils soient bien dans leur basket et qu'ils aient le smile. Et ça, si vous faites ça, vous améliorerez de 10 à 20 points votre performance économique. Et sur ce capital humain, symétrie des attentions, est-ce que vous diriez tous les deux que finalement la crise qu'on traverse depuis 1 an et demi a renforcé cette prise de conscience et qu'effectivement il fallait cet alignement, notamment avec l'explosion du télétravail, etc., pour assurer une certaine cohérence? Est-ce que c'est d'autant plus important dans la période qu'on vit? Est-ce que ça s'est accéléré ou vraiment il y a une prise de conscience? Je crois qu'on s'est pris quand même, je ne sais pas si c'est un tsunami, mais on s'est quand même pris une grande claque avec cette crise sanitaire et que forcément, on le voit bien d'ailleurs dans les attentes plus générales, dans les aspirations des gens. On voit bien toute la nécessité Cette crise, elle a permis à un moment de se poser les bonnes questions, les questions qu'on ne se posait pas, les questions essentielles, les questions fondamentales. D'ailleurs, moi je trouve qu'elle a été salutaire pour ça, parce que j'en parlais en introduction tout à l'heure, le fait que 5 milliards, quasiment, ça n'était jamais arrivé, 5 milliards de citoyens dans le monde soient confinés ou semi-confinés pour éviter quoi? Pour éviter des morts. On a évité les experts disent entre 120 à 150 millions de morts. On a sauvé 120 à 150 millions de vies. Et je vais être un peu cynique, par ailleurs, de gens dont la plupart seraient de toute façon morts. Parce que vous connaissez la durée de vie dans un EHPAD, c'est 2 ans et demi. Donc vous savez, ça fait 2 ans, donc dans 6 mois. Mais ça, c'est quand même... C'est-à-dire que cette crise, elle nous a fait nous poser les questions essentielles et fondamentales. Et donc, effectivement, je pense qu'il y a une accélération des aspirations que Christophe a évoquées. Moi, je retiens cet indice du capital humain, et ça, c'est un message, je le dis à tous nos adhérents qui sont derrière l'écran. Ça, c'est quelque chose qu'on doit vraiment prendre à notre charge. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, en tant que dirigeant commercial, cet indice de capital humain, on a besoin, Christophe, Philippe et vos équipes, que vous nous accompagniez, parce qu'il faut vraiment qu'on le développe. C'est super important. Mais je me fais un peu l'avocat du diable. Est-ce que finalement, tout type d'entreprise peut prendre en compte ce capital humain, cette symétrie des attentions, quand parfois vous avez des TPE, des PME qui disent « Mais moi, écoutez, là, j'ai le nez dans le guidon. Pour l'instant, on va déjà voir les tableaux de bord indicateurs. » Qu'est-ce que vous répondez peut-être à ça? Et peut-être on se dit c'est plutôt les grands groupes qui ont les moyens de prendre ça en compte. Bon, Christophe, quel est votre regard?
J'ai un double regard. J'ai déjà un regard statistique. Ouais. C'est que dans les études qu'on mène, qui sont benchmarkées selon les segments, je le disais tout à l'heure, hein, c'est plus 10 points. Hein. Avant la crise, après la crise, c'est 10 points de plus dans la préoccupation des chefs d'entreprise, tous segments confondus, sur les sujets de santé et de bien-être au travail. Et c'est chez les salariés 86%. Voilà, donc on est quand même pas loin d'une unanimité vue aussi bien de la part du salarié que de la part du il y a la prise de conscience, mais après il y a chef d'entreprise. Après, en si je parle mon deuxième regard, c'est celui de ce qu'on opère depuis 15 ans. Historiquement, ces approches, on les a développées auprès des grandes entreprises. Deuxièmement, des branches professionnelles, qui pour moi avaient aussi cette grande vertu de faire peut-être un peu la Clio du bien-être. C'est-à-dire qu'au travers de la branche professionnelle, on touche les petites entreprises, qui sont les grandes oubliées de ce genre d'approche. Et là, des organismes comme Malakoff Humanis ont une vraie valeur ajoutée, puisque Sylvie en a la responsabilité dans mes équipes, elle vous en parlera tout à l'heure, mais c'est qu'on a des consultants dans les grands groupes, il y a en général des spécialistes dans les DRH qui font ce genre de choses. Donc on leur apporte des choses sur étagère. Dans les ETI et a fortiori dans les TPE-PME, elles n'ont que dalle. Donc il y a d'abord un travail de pédagogie et puis on apporte au-delà des services sur étagère des consultants qui vont, à partir d'une approche qui s'appelle le diagnostic du capital humain chez Malakoff Humanis, analyser c'est pas juste un habillage commercial d'une découverte client, hein, je le dis parce que je peux être taxé de parti pris. Nous pouvons être taxés de parti pris. C'était un peu ça, mais derrière, c'est une analyse qu'on a bâtie avec le CNAM qui permet de quantifier parmi les 16 déterminants qui sont en général pris en compte pour mesurer le bien-être au travail, quels sont dans telle entreprise ceux qui sont les plus prégnants. Et à partir de là, on construit des programmes. Et donc, on n'est pas dans je prends le RPS parce que c'est le programme du mois, la nutrition parce que patati. Non, c'est parce que dans mon entreprise, benchmarké par rapport à mon secteur d'activité, benchmarké par rapport aux autres entreprises de mon bassin d'emploi, dans mon entreprise, c'est le déterminant A et le déterminant C. Et c'est là-dessus qu'on va. Voilà. Et c'est pour ça que derrière, on a un effet héroïste, si je puis me permettre l'expression, qui est très fort, parce que c'est pas du pipeau, quoi, non. pour être clair. Est-ce que vous, Christophe, chez Malakoff Humanis, si on se projette un peu sur le long terme, c'est quoi les défis qui vous resteraient encore à relever pour accroître cette symétrie des attentions? Vous dites, faut qu'on mette le doigt sur quoi? Je pourrais vous dire beaucoup de choses sur MH, parce que, comme je l'ai dit, le programme Smile, il est bâti pour ça, mais puisqu'on est là entre dirigeants commerciaux, je vais plutôt vous parler de ce que moi j'ai fait, pour mes équipes, au-delà d'appliquer évidemment le programme groupe Smile, mais comme beaucoup de dirigeants commerciaux et comme beaucoup moi j'ai à peu près 2000 personnes dans mes équipes qui sont sur le terrain et qui font du commerce ou de façon indirecte aident le commerce. Ce sont d'abord des vendeurs d'assurance à l'origine. Vous avez compris que depuis une dizaine d'années, j'essaie de les transformer en consultants finalement, qui vont aborder l'entreprise non pas en disant achète ma santé, elle coûte 10% moins cher que chez AXA, ou G2R ou Allianz, pour pas c'est le cas, focaliser. Mais voilà, moi je te propose une approche globale où je vais t'aider à améliorer un de tes leviers que tu n'as jamais regardé de près, qui est la performance sociale et la productivité sociale. Bon, ce qui change un peu l'approche, qui, du point de vue du commercial, en tout cas c'est le pari que je fais avec mes équipes, valorise aussi leur rôle, mais suppose aussi un accompagnement en matière de transformation qui est conséquent. J'ai une de mes ça fait 22 ans que je suis chez Malakoff Humanis, à la tête du développement. Et une de mes grandes fiertés, peut-être la première, c'est d'avoir depuis 22 ans, de façon ininterrompue, même pendant les 2 dernières années, eu un programme de transformation qui a porté plusieurs noms, qui s'appelle aujourd'hui TED, Transformons ensemble la direction du développement, qui accompagne le changement des métiers de nos commerciaux et des forces support qui les accompagnent. Aujourd'hui, si je fais court, l'objectif que j'ai avec mes équipes, alors évidemment le Covid nous a un peu entravés parce que comme tout le monde on a fait beaucoup de distanciel, mais le mois prochain j'ai donné rendez-vous à mes équipes en présentiel, j'espère, pour repartir en co-construction, parce que pour moi la transformation c'est de la co-construction, et là avons quand même que le distanciel a quelques limites, mais fondamentalement l'objectif qu'on a, c'est de transformer nos commerciaux en managers de communauté et de considérer que le métier du commercial assurance, c'est vrai dans notre industrie en général, mais je veux pousser le bouchon le plus loin possible. Voilà, c'est de transformer le métier, d'être un animateur de communauté, un influenceur. Et c'est tout le travail avec Philippe et avec d'autres collègues qu'on essaie d'avoir. Et ça, on le fait en mode co-construction, de différentes façons. On a 7 communautés au sein des 2000 collaborateurs qu'on anime de façon spécifique.
Voilà. Et donc c'est ça le principal challenge, évidemment, qui est adossé à des objectifs plus classiques de chiffre d'affaires et de rentabilité. Mais notre conviction, et celle que je porte moi, c'est que ça ne réussira que si ce plan de transformation qui irrigue notre fonctionnement depuis maintenant plus de 20 ans continue à prospérer avec une ambition qui est celle que je présenterai pas plus tard que mardi prochain à mes 2000 collaborateurs à distance, qui est de construire le commercial de demain, version 2030, qui sera probablement très différent de celui qu'on a aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qu'on va co-construire et qui sera imprégné de tout ce que je vous ai dit avant sur cette approche qu'on a, qui est d'aider les entreprises et leurs salariés à conjuguer performance sociale et performance économique. Voilà, c'est ça le défi en quelques mots. Le challenge pour demain. Jean, il nous reste une petite minute avant d'accueillir nos prochains invités. En une minute, j'ai envie de dire, sur cette première thématique, symétrie des attentions, qu'est-ce que vous avez envie que retiennent tous les DCF qui nous regardent en ce moment? Et c'est ouvert à l'extérieur, toutes les personnes qui nous regardent. Qu'est-ce qu'ils doivent retenir? Bon, je suis optimiste sur le fait que ce qu'on partage ce matin ensemble ici avec vous, Nicolas, nos membres en sont conscients, pleinement conscients, à minima conscients. Et donc, effectivement, je pense que, on avait appelé ça la métamorphose du management. Je pense que, et là, pour rebondir sur votre question précédente, c'est que cette crise, elle aura aussi modifié profondément la façon de manager les équipes. Parce que on a vu que, et d'ailleurs c'est aussi des aspirations, c'est que aujourd'hui les équipes ont accès à toutes les sources d'information. Et donc la symétrie des attentions, elle doit accélérer la transformation managériale. Parce que si on veut être en capacité, parce que c'est notre ambition DCF, hein, de former 100 000 commerciaux de talent, parce que effectivement, il y a cette particularité qu'aujourd'hui, le chômage baisse, même s'il reste encore important par rapport à ceux de nos voisins européens. Mais dans notre métier, il y a une pénurie. Alors, la pénurie, elle existait avant la crise, alors vous imaginez. C'est-à-dire qu'on est passé d'un besoin de 100 000 commerciaux à 200 000 commerciaux. Probablement, cette année, on va passer de 100 000 à 200 000. J'avais 170 000 en tête, mais d'après les derniers éléments statistiques, c'est 200 000. Comment voulez-vous qu'on attire, qu'on séduise des jeunes gens, les meilleurs talents, à s'investir dans nos métiers, si on n'a pas fait cette révolution managériale? Et si on n'a pas appliqué qu'on comprenne qu'effectivement, performance, alors d'un point de vue plus global, j'ai même envie de dire écologique, sociétal, social et économique, mais performance commerciale rime avec performance sociale. C'est évident. Donc, c'est justement la force d'adhérer dans un mouvement comme le nôtre que de pouvoir partager avec ses pairs, de s'inspirer des bonnes pratiques. Et j'ai envie de dire, si ça vous passionne, ben on a les experts. On a les experts sur nos partenaires. Ils sont là, ils développent ces programmes-là. Donc c'est peut-être un challenge qu'on peut se fixer, Christophe, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait si là, si on a des directeurs commerciaux, des dirigeants commerciaux qui veulent mettre en place ces pratiques, comment on les accompagne. Voilà, donc ça c'est un challenge qu'on peut... Et c'est un sujet à mettre sur la table. Si je prends la balle au bon, l'indice du capital humain, l'indice de la performance sociale, on peut tout à fait le calculer au niveau d'une profession. Donc on peut l'appliquer à la profession commerciale. Ça peut être un beau challenge. Et ben voilà. Philippe. Ça y est, le sujet est sur la table. Merci beaucoup Christophe Schauer d'avoir été avec nous. Merci Jean. Jean, on vous retrouve tout à l'heure pour clôturer cette Assemblée Générale. Avant, on va passer à notre deuxième sujet. Comment les ressources du sport permettent-elles de développer un état complet de bien-être physique, mental et social pour de meilleures performances commerciales? J'accueille Christophe Inzirilo et Leslie Mériou en plateau. Bonjour à tous les deux. Bonjour. On vous donne un micro. On a un micro. Ah ben super. Merci d'être avec nous ce matin. Alors Christophe, vous êtes le président et fondateur d'Heroic Consulting, docteur en management des ressources humaines et professeur affilié à l'ESCP Europe en leadership et développement personnel. Leslie, bonjour. Vous êtes la directrice générale adjointe d'Heroic Consulting. Première question pour vous, Christophe. Transformer la culture d'entreprise par la culture du sport de haut niveau, c'est un de vos objectifs. Finalement, pourquoi le faire par le sport, tout simplement? Alors d'abord, notre approche, c'est de changer la culture commerciale et la culture d'entreprise par la culture. Donc c'est un petit peu disruptif. En général, on a des approches plus classiques. Donc déjà, il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que pour nous, on va changer la culture d'une équipe commerciale en la confrontant à une autre culture pour changer les comportements collectifs. Et c'est pas si facile que ça dans les équipes commerciales à faire. Donc après, on peut se poser la question de pourquoi utiliser le monde du sport pour modifier
collectivement des comportements. Bah, vous savez, le sport, c'est quand même une ressource pédagogique extraordinaire. C'est positif, c'est accessible, c'est aussi une référence culturelle et sociale, même pour toute personne qui n'aime pas le sport. Et donc, c'est aussi un territoire émotionnel et aussi physique, d'immersion, qui est très puissant. Donc, nous utilisons le sport pour créer des voyages pédagogiques, alors parfois à Clairefontaine, comme avec Malakoff Humanis, pour pouvoir emmener les équipes à modifier une certaine perception des choses, et notamment sur ces questions de santé. Et on verra qu'il n'y a pas que Clairefontaine. Dans un instant, vous pouvez emmener les gens avant. Leslie, je vous passe la parole. Donc, on a vu votre approche, la philosophie. Si je puis dire, maintenant, on va rentrer dans le concret. Quelle est votre méthode pour performer commercialement en s'inspirant du sport ? Alors, pour performer commercialement, chez Heroic Consulting, on développe le bien-être physique, mental et social des commerciaux. Alors, on utilise, comme l'a dit Christophe, le sport de haut niveau et les techniques qui ont fait leur preuve dans le sport de haut niveau, notamment les techniques de préparation physique, les techniques de préparation mentale et les techniques de cohésion sociale. Alors, en préparation physique, on va développer 4 grandes qualités. L'endurance, l'endurance à la charge de travail, si on fait le parallèle avec l'entreprise. La vitesse, qui est la vitesse d'exécution des tâches. Ensuite, on a la combativité, donc cette capacité à sourire à l'effort. Sourire, on l'a vu avec surtout quand il y a des efforts commerciaux à faire. Tout à fait, on l'a vu. Et ensuite, la souplesse, l'adaptation, l'agilité. Sur les techniques de préparation mentale, Christophe, on en a. Alors, c'est très intéressant parce qu'effectivement, comme on veut influencer le bien-être des commerciaux, on leur transfère finalement comment, dans le monde du sport, on s'occupe du bien-être des sportifs et des managers sportifs. Donc, on a la partie physique, que Leslie nous a bien expliqué, et il y a la partie mentale, qui fait partie de la culture du monde du sport. Donc, par exemple, nous utilisons ce qu'on appelle les EPI. Vous connaissez les EPI ? Ah non, je veux bien que vous m'expliquiez. Les équipements de protection individuelle. Pas du tout. Les casques, les bouchons d'oreilles. Non. Ça. En fait, ce sont les émotions positives intenses. Nous influençons, nous proposons à nos commerciaux d'élargir leur capacité de générer des émotions positives intenses. Pourquoi ? Parce que pour eux, c'est une protection vis-à-vis de la difficulté qu'on peut avoir tous les jours, mais aussi c'est des capacités d'emmener leurs clients et leurs équipes vers des solutions. Donc on travaille beaucoup sur ces EPI. Ensuite, on travaille beaucoup dans le mental, avec le sport, sur les routines de performance. Très souvent, on fait intervenir un préparateur mental qui explique comment mieux se préparer à un match. Et pour les commerciaux, tout le monde le sait, on doit se préparer régulièrement à ces interventions. Donc on a beaucoup d'outils, comme par exemple aussi la théorie des points forts ou l'agressivité commerciale. Des points forts. Pour pouvoir développer les commerciaux. La théorie des points forts, c'est la capacité à capitaliser sur ses points forts. On gagne un match sur nos points forts. Eh ben oui, effectivement. En gérant nos points faibles, effectivement, mais on gagne, toute compétition sportive se gagne sur les points forts. Et ensuite, l'agressivité. Alors, on n'aime pas trop ce mot en entreprise. Oui, parce que c'est vrai que l'agressivité, d'un point de vue commercial, on peut se dire, il va bouffer son client, mais voilà. On va parler d'offensivité en entreprise. Par contre, dans le sport de haut niveau, on recherche de l'agressivité sur les sportifs de haut niveau. Ce n'est pas un gros mot non, dans notre... Il faut le voir, mais c'est vrai que souvent, on a cette image de l'agressivité, un terme avec plein d'idées préconçues. On se dit, on est dans l'agression. Mais en fait, non, c'est se servir de la puissance de l'agressivité, la culture de la gagne, voilà. C'est pour ça que nous, on parle plutôt d'offensivité, mais néanmoins, c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille, parce que le bien-être mental vient aussi de cet esprit de compétition et d'être à l'aise en développant cet esprit de compétition, de gagne. Et donc, c'est ce qu'on développe, entre guillemets, avec nos équipes commerciales quand elles sont avec nous. Et il y a la partie récupération aussi qui est importante, je pense, après. En toute fin. Alors avant, on va travailler sur les techniques de cohésion sociale, avec ça fonctionne. Un outil développé chez Heroic Consulting sur les profils de joueurs. D'accord. C'est un outil de personnalité où on utilise le sport avec 4 grands profils. D'accord. Premier profil, le profil attaquant. Alors c'est quoi un attaquant, Christophe ? Alors souvent, les commerciaux ont des clients qui sont des attaquants. Oui. Et donc, comment il faut réagir face à un attaquant qui va vite, qui est direct et qui, de temps en temps, nous met dans des situations délicates. Eh bien là, on travaille avec eux sur l'adaptation à ce profil, parce qu'eux-mêmes ne sont peut-être pas des attaquants, peut-être ce sont des milieux de terrain, les commerciaux. Tout à fait.
Milieu de terrain, des grands créatifs. Donc, dans les milieux de terrain, effectivement, on a plutôt des gens qui vont être créatifs, qui vont sortir du cadre, etc. Donc, on va aussi faire en sorte de s'adapter à ce type de personnalité. Et ensuite, avec le sport, parce on a la chance de pouvoir visualiser, écouter, entendre, comprendre quels sont ces types de profils, puisque nous avons après les deux autres profils qui sont les défenseurs et les gardiens de but. Donc, si on donne l'exemple du gardien de but, par exemple... Qu'est-ce que ça donne pour le gardien de but? C'est le cadre, le besoin de cadre. Le détail. Oui, donc la référence au process. D'accord. Une question pour avancer sur Philippe. Philippe l'évoquait tout à l'heure, il a été à Clairefontaine. Oui. Sur le terrain, ça se passe comment? Tout ce que vous venez de nous dire concrètement, je dirais pas une journée type, mais voilà, vous allez à Clairefontaine, à d'autres endroits? Alors, c'est très important parce que finalement, vous nous posez la question de comment ça se passe dans le concret. Mais ça, oui. c'est des bonnes idées. Qu'est-ce qu'on fait sur le terrain. On a vu le contenu, maintenant la forme. Bah oui, on a envie de savoir. Déjà, dans un premier temps, toutes nos interventions se font sur des sites sportifs. Okay. Donc, on parlait de Clairefontaine, mais on va souvent aussi à Marcoussis, dans le rugby. Centre national de rugby, l'INSEP. Ok, c'est une nationale du sport, ouais. Voilà, dans l'olympisme, le sport olympique, etc. Donc ça, c'est en national, mais en région, nous allons aussi dans des clubs de différents sports. Dans le football, par exemple, on est au LOSC ou alors, par exemple, à Sochaux-Montbéliard. D'accord. Dans le domaine du basket, on est à Fos-Provence Basket, par exemple, ou alors dans le domaine du rugby, au Racing. Et vous avez des coachs physiques et mentaux qui sont présents, qui animent les différents ateliers. C'est comme ça que ça se passe. La première chose, c'est qu'on est sur un site. Sur un et site, d'accord. En fait, ça commence à partir du moment où on pousse la porte. Ça rejoint ce que vous disiez, la puissance culturelle et symbolique du sport pour se mettre dans l'état d'esprit. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'à un moment donné, on a toujours 1 heure d'activité physique sur le terrain avec un coach, on est d'accord, expert, qui encadre les choses. Par contre, on ne fait du sport que du sport marché. Attention, ça, pour pas se blesser. On est d'accord avec Malakoff Humanis. Pourquoi? Parce que, effectivement, pour les entreprises, on a quand même une nécessité. Pour éviter les blessures, on est d'accord. Et que ce soit accessible à tous. Exactement. Quel que soit. Voilà. On revient toujours, c'est la puissance du sport au sens philosophique, état d'esprit. Il n'y a pas besoin, pour être accompagné par vous, d'être un sportif aguerri, d'être un marathonien. Non. C'est un prétexte pédagogique. Exactement. Ça, j'ai bien compris. Il nous reste 3 petites minutes à passer ensemble. Moi, j'aimerais savoir, ce qu'aiment beaucoup les commerciaux, c'est le fameux ROI, le retour sur expérience que vous avez. Qu'est-ce que vous disent finalement les stagiaires? Alors, Philippe nous a dit que lui, il avait été ravi à l'époque. Vous, est-ce que vous avez quelques exemples? On a 3 types de REX. Déjà, pour les commerciaux, c'est un moment pour eux. Ils apprécient énormément. C'est un moment où on s'occupe d'eux. D'accord. Que ce soit dans le pro, mais aussi dans le perso. Parce que vous voyez, sur ce type d'approche, effectivement, il y a une incidence aussi sur sa façon de vivre personnelle. Ensuite, on a des bénéfices pour les entreprises. Alors, ça va être l'engagement des collaborateurs, l'augmentation du niveau d'ambition des collaborateurs, des commerciaux, mais aussi l'efficience commerciale. Très clairement, donc ça peut être développement du chiffre d'affaires, la prise ou maintien de part de marché. Enfin, on a différents types. Et je dirais le troisième effet qui se coule, c'est le côté cohésion de groupe. Oui, c'est vrai. Voilà, on se retrouve sur un site, on partage un moment. Souvent, nous, on fait beaucoup sur les séminaires de change management, on est en intra-entreprise. Donc, en fait, c'est des équipes commerciales et donc ça favorise cet état d'esprit d'équipe, de vouloir performer ensemble. Pour terminer, un dernier mot, Christophe, ça s'adresse à quel type d'entreprise, votre expertise, Heroic Consulting, tout type? Alors, on a 70% de notre chiffre d'affaires qui sont plutôt les grandes entreprises, qui savent mettre en œuvre, on l'a vu avec Malakoff Humanis, un certain nombre de choses. Donc, c'est 70%. Et 30%, on a des petites entreprises ou des équipes commerciales avec une dizaine de commerciaux qui ont envie d'insuffler quelque chose, un nouvel état d'esprit, et surtout en utilisant le bien-être physique, mental et social que l'on propose. Donc voilà. Donc, par exemple, des entreprises avec lesquelles on travaille, des grandes entreprises, ce sont des entreprises comme Sodexo, comme Danone, comme Adidas, comme SFR, et bien sûr Malakoff Humanis. Et ensuite, effectivement, on a des entreprises qui viennent nous voir pour développer effectivement une approche on va dire plus locale, mais en tout cas avec une dizaine ou une vingtaine de personnes de l'équipe commerciale. Et bientôt, tous les membres
DCF. DCF. Ce serait pas mal. Eh ben, merci beaucoup d'avoir été en plateau avec nous ce matin, de nous avoir montré comment finalement les ressources du sport de haut niveau peuvent être mises au service de la performance commerciale. C'était très intéressant. Donc Heroic Consulting, je vous rappelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une performance, vous le savez, qui forcément s'appuie sur l'apport du manager, qui se doit de fédérer, donner un sens à ses équipes commerciales pour contribuer à améliorer leur bien-être, on en a parlé. Donc finalement, à l'heure du management bienveillant, de l'intelligence émotionnelle, quelle posture il faut adopter quand on est dirigeant commercial? Comment fédérer finalement autour d'un projet, donner du sens à ses équipes, quelles sont les bonnes pratiques à mettre en œuvre? On va en parler tout de suite avec Anne Bluteau qui me rejoint et Claude Mathieu en plateau. Bonjour Anne. Bonjour. Bonjour Claude. Bonjour à tous. Et si tout va bien, Bonjour. nous avons en duplex, depuis ses vacances au ski à la Plagne, Adrien Frédéard avec nous qui prend le temps entre deux pistes rouges d'être avec nous. Adrien, est-ce que vous nous entendez bien? Alors oui, bonjour, bonjour, je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend parfaitement, merci. Est-ce que vous étiez sur une piste rouge ou noire avant de nous demander, Jean? J'ai fait bleu, rouge, mais pas de noir. D'accord, Voilà. Bon très bien. Merci en tout cas d'être avec nous ce matin, de prendre le temps. On est ravis, vous êtes médecin conseil chez Malakoff Humanis. Anne, vous êtes la fondatrice et CEO de Switcho, on va parler dans un instant. Et puis vous êtes aussi vice-présidente des DCF sur Nantes Atlantique et chargée de mission de lab pour la fédération. À vos côtés, Claude, bonjour. Vous êtes le fondateur du cabinet Accor Consulting, créateur de l'école Yellow, l'autre couleur de l'alternance, et coach professionnel pour dirigeants d'entreprise. Merci d'être avec nous. Alors Anne, pour débuter, peut-être pour les ils vous connaissent sous l'angle DCF, certains qui nous regardent, mais il y a votre société, Switcho, vous l'avez créée il y a 3 ans. C'est une entreprise qui développe et commercialise une solution digitale pour les équipes commerciales et marketing autour de l'engagement client. Concrètement, ça fonctionne comment et quel est l'intérêt d'une telle solution? Alors, donc moi déjà, je vais être aujourd'hui plutôt en tant que témoin en mode petite entreprise puisqu'on est 6. Donc Switcho, ça vous donne un peu la dimension du projet. On est une solution en fait qui a pour objectif de générer une donnée d'engagement sur les offres. Donc ça permet de comprendre quel est l'engagement des clients sur des offres commerciales, des offres marketing. De bénéfice à ça, en fait, les équipes commerciales qui vont pouvoir en fait mieux gérer, prioriser les leads et comprendre en fait les centres d'intérêt des clients. Et puis le deuxième point, c'est pour le marketing. En fait, on va donner des informations qui permettent tout simplement de mieux comprendre l'impact de leurs offres et de leur travail. Donc le but, c'est que ça soit effectivement très efficace et c'est une solution digitale. Et on va voir dans un instant, donc justement, comment en tant que manager, avec votre équipe de 6, la posture que vous adoptez, vous allez nous faire votre retour sur expérience qui sera très intéressant. Avant, une question pour vous, Claude. Finalement, on en a parlé un peu avec Jean, la digitalisation, le télétravail qui s'est considérablement développé depuis le début de la pandémie. Quels sont les principaux enjeux autour de cette posture managériale? Oui, donc bonjour à tout le monde. Alors le premier point, c'est que, vous l'avez dit, on le dit depuis à peu près plus d'1 heure, c'est que les évolutions qui viennent de se produire, c'est-à-dire le télétravail, les conditions de vie qui ont évolué, que ce soit dans le monde, dans la vie privée ou le monde professionnel, sont venus faire évoluer les attentes des salariés. Et aujourd'hui, le BCG a fait une enquête qui révèle que les collaborateurs sont prêts à s'engager seulement si le leader a des qualités de cœur. Donc ça, c'est le premier point. Et le second, donc, ça veut dire que ça se traduit par un enjeu pour le dirigeant commercial. C'est que maintenant, quand il parle à ses équipes, il doit impérativement, bien sûr, continuer à parler avec sa tête, bien entendu, ses mains, mais aussi maintenant, il doit intégrer son cœur, donc ses émotions. C'est la seule façon pour impacter, donner du sens et continuer donc à fédérer ses équipes sur des projets qu'ils souhaitent conduire en commun. Qu'est-ce que vous y mettez dans ces qualités de cœur que vous évoquez, Claude? Alors, c'est pas moi qui mets quoi que ce soit, c'est les salariés. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'ils y mettent, nos salariés et nous-mêmes? Donc, c'est, dans un premier temps, c'est les qualités de cœur, c'est la considération. Et vous en avez parlé depuis ce matin, reconnaître les collaborateurs, leur donner de la considération. C'est bien sûr l'écoute, oui, bien entendu, l'empathie, bien entendu. Et je rajouterais un élément supplémentaire, c'est sa capacité à développer les compétences de ses collaborateurs et de leur envoyer l'énergie pour leur donner envie de se surpasser. Je vous vois acquiescer, Anne. Ça veut dire que quand Claude parle d'écoute, d'empathie, vous dites
C'est indispensable, notamment à l'heure du travail à distance aujourd'hui, c'est la base. Ouais, c'est la base. On en parle depuis ce matin, donc on voit bien que tout le monde est assez raccord sur le point. En fait, c'est comment on le met en œuvre sur tous les typologies d'entreprises. Et moi, si je prends mon entreprise, comment je le mets en œuvre concrètement. Vous faites quoi? Et du coup, aujourd'hui, en fait, très naturellement, moi, j'ai beaucoup focusé sur ça parce qu'en fait, on voit bien qu'il y a une pénurie, quels que soient les métiers, c'est compliqué. Alors, je vous explique même pas quand on est dans le développement digital, plus le commercial, plus, enfin bon, là, je pense que j'ai toutes les tares sur mon marché. Ceci dit, donc, en fait, moi, je capitalise beaucoup sur effectivement le partage et le moment où on va échanger avec nos collaborateurs. Donc, j'ai mis en place 2 choses. D'une part, un premier moment où en fait on ne parle pas de chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'en fait, l'ordre du jour, c'est comment s'est passé ton week-end et la semaine dernière. Donc déjà, globalement, on va se parler de tout, sauf des KPI traditionnels du business. Alors c'est vrai qu'on pourrait me dire, bah oui, mais c'est vraiment une perte de chiffre d'affaires pure. Enfin, en gros, voilà, une perte de temps. La seule chose, c'est que on est vraiment là dans des moments où ça me permet de comprendre beaucoup mieux quel est le mindset de mes équipes commerciales ou autres, pour pouvoir en fait ajuster et finalement les intégrer dans des petits moments d'échange qui vont être peut-être en aparté pour justement les faire rebondir. Donc ça, c'est le premier point, d'avoir vraiment un focus qui soit tout autre que business. Le deuxième point, c'est que on a beaucoup parlé tout à l'heure des indicateurs. Je me dis, mais alors j'ai été avant dans un grand groupe, donc effectivement, indicateurs que nous donnait la DRH ou le service RSE, très bien, ça me permet de voir effectivement comment chacun, on a une vision un peu macro, puis on peut se benchmarker avec les autres marchés, c'est parfait. Quand on est 6, en fait, alors pas de DRH, la liste de ce que je n'ai pas, je peux faire la liste. En fait, ce que j'ai mis en place, c'est la météo. C'est-à-dire qu'on a en fait un rituel qui est que toutes les semaines, on demande à mettre en place un système de météo où chacun va pouvoir, avec des indicateurs d'emoji, de soleil, de pluie, enfin ce que l'on veut, dire quel est son sentiment, comment il se sent. Et ça permet, moi, déjà d'avoir une vision un petit peu agrégée en fait, des interlocuteurs avec qui je travaille. Et puis, ça me permet en fait aussi de pouvoir leur laisser ce moment de façon très simple, d'exprimer des choses qui ne sont pas forcément faciles avec des mots. Parce que c'est vrai, quand on parle des émotions, on voit bien, on connaît les profils par couleur. Tout le monde n'est pas aussi à l'aise à parler de ses émotions. Et du coup, c'est aussi une façon de pouvoir mettre quelque chose dans une case qui est le reflet de ce que l'on est. Claude, ça paraît tout simple, entre guillemets, ce qu'a mis en place Anne, cette météo de l'humeur. Mais finalement, tous les managers n'y pensent pas forcément. Est-ce que c'est une question d'état d'esprit et qu'elle est dans le bon mood, Anne, et c'est ça qui a pu concrétiser les choses? Tout d'abord, Anne maîtrise les qualités de cœur. Et en fait, elle n'utilise pas l'exercice de la météo de l'humeur de manière mécanique. C'est-à-dire qu'en fait, pour réussir cet exercice, il faut être capable de parler avec son cœur, il faut être capable d'utiliser son écoute empathique, il faut donner de la considération. Et c'est à ce moment-là, en fait, que les collaborateurs vont commencer à s'exprimer, parler de leur ressenti. Puis je voudrais rajouter un élément, c'est que si on commence à parler d'émotions, de ressenti, pour être capable de réussir ce genre d'exercice, il faut déjà avoir fait déjà un premier travail sur soi, bien se connaître, et être capable de parler soi-même de ses propres émotions, ses propres ressentis, ses peurs, ses craintes, ses colères, bien entendu. Et ça commence par soi, en tant que manager. Vous ne pouvez pas faire ce genre d'exercice si vous n'avez pas déjà travaillé sur, par exemple, la régulation émotionnelle. Pour les personnes, par exemple, les directeurs commerciaux qui ont besoin de parler sans cesse de chiffres parce qu'ils sont dans la colère, parce qu'ils sont dans la peur, il faut en prendre conscience, il faut être capable de l'externaliser, le dire. Et puis après, on va pouvoir commencer à travailler avec ses équipes et on va commencer à pouvoir parler des ressentis. Parce que comme le dit Anne, dès qu'un collaborateur parle de ses ressentis, vous allez chez lui dans une partie plus intime, c'est-à-dire que là, il va vous parler de lui, des peurs qu'il a, des difficultés qu'il rencontre, et là, il va vous parler à cœur ouvert, d'où l'expression. Donc effectivement, on voit un premier point important, c'est considérer la personne dans ce qu'elle est, au-delà d'un indicateur, de la performance économique et d'une ligne sur un tableau Excel. Une chose auquel vous tenez, Anne, on en avait parlé tout à l'heure hors plateau, vous me disiez le développement d'une culture du feedback. Qu'est-ce que vous entendez par là? Ouais, alors déjà, c'est le feedback, c'est vraiment ce retour d'expérience qu'on va donner, délivrer à quelqu'un. Tout à l'heure, on parlait effectivement de développer la compétence. Et c'est toujours pareil. Alors, comment on fait pour développer la compétence? Alors, on peut mettre en place des programmes de formation. Enfin, on voit bien qu'il y a plusieurs outils à notre disposition. Mais d'un point de vue très concret, moi, alors c'est ce que je vois, c'est ce que j'ai vu dans beaucoup d'entreprises, et les chiffres le disent, 53% des salariés en France n'ont jamais vécu ou reçu un feedback de leur manager. Ça veut dire qu'en fait, dans un cas sur deux, les salariés n'ont pas de retour sur leurs actions. Donc c'est quand même assez effarant. Et en fait, on a fait une étude avec Malakoff, donc au sein des DCF, donc puisque au sein des DCF, je m'occupe aussi de la mission Lab, sur justement le bien-être au travail, on en parlait tout à l'heure.
un point qui est vraiment ressorti, c'est que 95% des dirigeants commerciaux cherchent à être challengés, cherchent en fait vraiment à être tout le temps dans l'amélioration. Et c'est quasiment 15 à 20 points de plus que les autres salariés. C'est-à-dire qu'on est une fonction toujours à la recherche de se dire comment je fais pour aller un peu plus loin et faire mieux. Et donc pour moi, cette notion du feedback, en fait, c'est un point qui est essentiel, c'est donner en fait à son salarié et à son collaborateur et même en transverse à ses pairs un retour d'expérience, des éléments de compréhension pour dire je pense qu'en faisant ça, tu peux faire mieux. Et c'est là où on va vers aussi l'apprentissage et l'amélioration. Donc ça, pour moi, c'est essentiel. Le constat aujourd'hui, c'est que comme en France, on a une perception du feedback où on va tout de suite dans l'intimité de la personne. C'est comme si on posait un jugement sur la personne. C'est vraiment compliqué parce qu'en fait, les personnes se sentent agressées. Donc en fait, ils se disent mais moi, je ne voudrais pas recevoir cette agression. Donc en fait, je ne vais pas la délivrer. Or, en fait, on ne pose pas un jugement sur la personne, on pose un jugement sur l'action. Est-ce que l'action, en fait, elle peut être améliorée ou non? Et comment je peux t'aider, toi, en tant qu'individu, à le faire? Donc je pense que cette culture du feedback qui est très anglo-saxonne, mais qui leur permet justement d'aller aussi plus vite et plus loin, elle est essentielle. Et ça, on sait très peu ou assez mal le faire. Et vous rejoignez, je pense, Anne, sur cette culture du feedback au sens de l'accompagnement, et non pas que des indicateurs. Hein, ça doit... Alors, je rejoins Anne. En fait, avec une petite différence, c'est que c'est mieux de ne pas faire de feedback si on ne sait pas en faire. Ce que je veux dire par là, il y a quand même pas mal de managers qui croient encore qu'un feedback, c'est donner des plus et des moins avec une synthèse. Et donc de le faire de manière mécanique. Donc là, si on fait ce genre de feedback, on est vraiment en danger. Enfin, on met ses collaborateurs en danger. Et comme tu viens de le dire, Anne, dans ces cas-là, il y a jugement. Jugement sur l'identité. Dès que vous commencez à toucher l'identité d'un collaborateur, d'ailleurs que ce soit pour lui parler de tout ce qu'il fait bien, de toutes ses qualités, dès qu'il y a jugement, il y a un passif qui se crée. Et en fait, ce qui compte, c'est effectivement de créer la confiance entre le management et le collaborateur. Pour les chiffres, les indicateurs, si en tant que manager, vous contractez essentiellement sur les chiffres, sur les indicateurs, il y a des grandes chances que vous commenciez donc à stresser, que vous commenciez à passer en contrôle, en surcontrôle, et que la relation avec le collaborateur vienne à s'envenimer. Donc, parler que des chiffres, c'est dangereux. Et j'ai une petite croyance qui est la mienne, c'est quand tu commences à parler que des chiffres, c'est qu'en fait, tu ne sais pas comment accompagner ton collaborateur et tu passes dans les injonctions. Il faut faire plus de ceci, il faut faire plus de cela. Et pour terminer sur le feedback, c'est le plus bel outil et le plus difficile à maîtriser parce qu'il faut éviter de faire du jugement. Et donc, c'est toutes les qualités de cœur qui vont permettre, lorsqu'on fait un feedback, et tu viens de le dire, développer les compétences de la personne, la rendre autonome, vivre un échec seulement comme une expérience et pas effectivement comme quelque chose qui a été raté, qui me remettrait en question. Et ça, en fait, plus vous allez utiliser des qualités d'empathie, d'écoute, de considération, plus vous allez développer une communication tonique avec votre commercial. Et si votre communication, elle est ultra positive, vous allez lui donner de la ressource qu'il va aller chercher à l'intérieur de lui. Et là, les résultats vont être là et il va vous apprécier. Parce qu'un collaborateur, pour qu'il puisse entendre un feedback, il faut qu'il vous reconnaisse. Donc il y a aussi donc rapidement, avant de passer la parole au docteur Frénéard qui est avec nous au duplex, il y a un changement de mentalité en fait. Il y a un vrai changement de mentalité chez les managers à avoir. Il faut changer de braquet, si je puis dire. Ça passe par quoi? Alors, sincèrement, j'ai des doutes sur quelques points. Tout d'abord, je pense que faire évoluer les mentalités, notamment être capable de parler avec son cœur, ça s'apprend. Ça s'apprend. On peut même suivre des formations, on peut être accompagné pour ça, et que ce n'est pas forcément inné. Si dans votre éducation, si dans la manière dont vous avez été accompagné, dans votre expérience de collaborateur, il y a des chances que vous puissiez reproduire des schémas où vous avez une posture haute, votre manière de voir le monde, c'est le bon, votre manière de communiquer est plutôt donc descendante, là ça va plutôt être dangereux. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a le discours dans les entreprises, et je le vois, il y a le discours et ensuite il y a l'applicatif. Et là, il y a quand même quelques différences, parce qu'on continue à avoir des personnes qui sont OK sur le fait qu'il faut avoir un discours d'ouverture, de communication positive. Mais si le mindset ne suit pas, c'est pas OK. Alors pour répondre à votre question, en fait, nous sommes dans des ruptures de paradigme, et en fait, le dirigeant commercial, ce qu'il doit faire, c'est accepter que tout ce qu'il a fait réussir hier, toutes les solutions, les pratiques managériales qu'il utilisait, sont devenues aujourd'hui son problème. Et donc d'accepter qu'il doit développer l'adaptabilité.
c'est l'aisance à se remettre en question, à s'ajuster, à se réguler, tout en lâchant prise avec tout ce qui lui a permis de réussir hier. Voilà mon point de vue sur l'évolution des mentalités. Dans un instant, on parlera avec vous, Anne, d'un dernier point, c'est la mise en place de process clairs pour fédérer, donner du sens, très important. Mais avant, docteur Frédéard, je voulais avoir votre point de vue sur finalement ce sens dont on a parlé, qui porte aussi notre thématique. Est-ce qu'un manque de sens, ça peut avoir des conséquences sur la santé d'un collaborateur? On a des études là-dessus. Alors, moi, je voulais d'abord vous dire que je me suis intéressé à la notion de sens au travail. En fait, c'est quoi? Et il y a la DARES, qui est la Direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques, qui a retenu 3 dimensions. Donc, il y a le sentiment d'utilité sociale. Hein, c'est quand le travailleur voit que son travail permet de satisfaire les besoins de ses destinataires. Il y a la capacité de développement personnel, donc sa capacité, on va dire, à grandir par le travail, à améliorer ses compétences. Et il y a la cohérence éthique. En fait, il ne faut pas que le travail contrevienne à ses valeurs. Donc, quand on va avoir une perte de sens, ça va avoir évidemment un impact direct sur le salarié. Il va avoir sa concentration qui baisse, il va avoir du mal à prendre des décisions, il va ressentir un déséquilibre en fait entre ce qu'on lui demande de faire dans le cadre professionnel et les ressources dont il dispose pour y répondre. En fait, c'est ce qu'on appelle les injonctions paradoxales. Et ça va générer du stress. Alors, le stress, ça peut être bon ou mauvais. Donc, je fais une petite parenthèse. En fait, il y a le stress aigu, qui correspond à une réaction normale de notre organisme quand on fait face à une menace ou à un enjeu ponctuel. Là, par exemple, vous voyez, j'ai connecté ma montre. Avant de prendre la parole, j'étais à 60. Là, je suis à 111 battements par minute. C'est une situation de stress. Et en fait, quand la situation va prendre fin, je vous dirais, mon cœur va retrouver sa fréquence normale. Et il y a le stress chronique, en fait, qui est une réponse anormale de notre organisme. C'est quand la situation stressante s'installe. Et là, le problème, c'est que une fois que la situation est finie, donc par exemple, quand c'est du stress au travail, quand le salarié rentre chez lui, il est toujours en situation de stress. Et en fait, ça va avoir des effets néfastes sur la santé. Je ne rentre pas dans les détails du stress oxydatif, en fait, qu'on a étudié au niveau de l'organisme. Et les impacts, en fait, je pense qu'on les connaît. Je vais vous donner des mots. Ça va générer de l'anxiété, de la dépression. Mais il y a aussi une chose que ça peut générer. Et il y a une très belle étude, en fait, qui a été faite par l'Institut Mont Sinai à New York, une méta-analyse. Donc, c'est une compilation de plein d'études. Donc, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Ils ont compilé, ils ont eu 130 000 personnes sur 7 ans. Et ils ont prouvé que les gens qui avaient pas de sens dans leur travail mourraient plus. En fait, et ils avaient 20% de plus de mortalité dans cette population-là. Merci, docteur Frédéard. On va vous laisser redescendre en tension tranquillement. Il nous reste 2 petites minutes. Le temps passe à une vitesse folle. Anne, la mise en place de process clairs, ça aussi, c'est un sujet auquel vous tenez. En quoi finalement les process, ils influent sur l'engagement de ces équipes? Alors c'est vrai que j'ai volontairement, quand on a préparé cette interview, j'ai utilisé le terme de process parce que souvent c'est très axé industrie, c'est très voilà, on est dans quelque chose de très rigoureux. Et tout à l'heure, on parlait des rituels dans le sport. En fait, c'est un peu ça le sujet, c'est de se dire, comme on est dans un monde où on doit être agile, c'est incertain, il faut tout le temps être en train de se réinventer, réajuster les choses. Le fait d'avoir des process clairs, ça évite plein de tensions au sein des équipes. Ça évite en fait des moments de friction qui font qu'on perd de l'énergie, on perd du temps. Et finalement, c'est pas bénéfique. Donc l'objectif, c'est vraiment de pouvoir remettre ces process qui soient très lisibles pour tous, les réadapter si besoin était. Et ça donne aussi au manager son rôle de chef d'orchestre, tout simplement, parce que on va venir animer le process, le définir d'abord, et puis effectivement l'animer avec tout ce que ça peut avoir de contributeurs, d'exécuteurs. Donc pour moi c'est important parce qu'on voit que tout bouge et qu'il faut tout le temps être en train d'être dans l'agilité, donc on peut vite être dans la confusion et c'est ça qu'il faut éviter, être dans l'urgence, voilà, donc ça permet en fait de garder un cap. Donc je résume, et vous l'avez fait vous-même, vous l'avez incarné dans votre société Switcho, de l'empathie, de l'écoute, développer des process clairs, une culture du feedback, on va dire c'est le triumvirat. On recrute, de la posture posture managériale. Un dernier mot pour conclure, Claude, et je passerai la parole au docteur pour terminer cette table ronde. Qu'est-ce qu'il faut finalement qu'on retienne sur cette question de la bonne posture managériale adoptée pour fédérer et donner du sens à ces équipes? Je voudrais simplement reprendre ce que vient de dire le docteur. C'est développement personnel.
Nous étions dans une société où on parlait que d'extraversion, c'est-à-dire qu'on voulait des managers en forte extraversion. Je pense que les conditions de vie aujourd'hui et le monde dans lequel nous sommes entrés demandent maintenant à travailler sur soi, être plus en introversion, prendre conscience de ses comportements, de ses manières de penser, parce que l'enjeu, c'est pas ce que je pense aujourd'hui. Parce que vous voyez, aujourd'hui, on s'est exprimé sur ce qu'on pensait, la qualité de vie au travail. C'est comment je pense. Et c'est vraiment, vraiment totalement différent. Donc, développement personnel et le travail qu'en tout cas, moi, j'ai à faire, c'est continuer à voir comment je vais pouvoir m'adapter à l'environnement dans lequel je suis rentré, avec mes équipes, comment on va s'adapter, et à chaque fois donc avancer au fur et à mesure dans une société qui devient de plus en plus complexe, vous l'avez dit, où il faut travailler avec des injonctions paradoxales, il faut avoir une vision globale, enfin plein de choses comme ça qui nous éloignent de plus en plus des approches mécaniques des années 90-2000. Et je voudrais terminer sur un dernier point, faire un changement culturel, faire des changements de rupture de paradigme, ça ne se fait pas en un mois, ça demande du temps. Et Malakoff, humaniste, l'a dit, ça fait 15 ans qu'il travaille sur l'évolution des mentalités et de la culture. Donc, pour ceux qui sont dans un ancien monde qui consiste à croire qu'on n'a qu'à faire un peu de travail, de discussion, ce n'est pas faisable. C'est à l'intérieur de soi, si on souhaite obtenir de vrais résultats dans la durée. Merci Claude, merci Anne. Je vais vous demander un exercice de concision, docteur Freinet, en 1 minute, grand max. Quels sont justement les points de vigilance à retenir sur les sujets qu'on a identifiés? Sur quoi, voilà, pour qu'il n'y ait pas d'impact sur la santé de ses collaborateurs en 1 minute. Et on termine avec vous. Alors, déjà, je voulais dire que, en fait, ça peut toucher tout le monde. En fait, il y a les collaborateurs, les managers et les dirigeants. Personne n'est exempt, en fait, de perte de sens et de stress. Alors, comment prévenir? En fait, classiquement, on distingue 3 points. Il y a la prévention primaire, en fait. On agit en amont de l'apparition. Donc là, on peut définir un cadre protecteur, s'appuyer sur la médecine du travail, le pôle QVT, on fait l'écoute, l'empathie. La prévention secondaire, donc là, on commence à avoir des salariés qui vont avoir des problèmes, donc il faut les détecter rapidement, peut-être via des questionnaires. Par exemple, la météo, je trouve que c'est une très bonne idée, ou faire des groupes de parole entre pairs. Et la prévention tertiaire, c'est quand malheureusement on a un salarié qui est passé de l'autre côté, qui a eu fait un burn-out, il va falloir savoir l'accompagner sur le retour avec un suivi psy et surtout ne pas le stigmatiser. Les points de vigilance, en fait, c'est simple. Quand vous voyez un salarié qui, d'un seul coup, a une modification de l'humeur, commence à être absent, ou des paroles un peu bizarres, commence à être cynique ou à dépersonnaliser son travail ou ses clients, là, en fait, il faut faire attention. Voilà. Merci, docteur Freinet. Merci beaucoup pour cette synthèse et d'avoir eu votre point de vue. Restez bien avec nous. On a pris un peu de retard, mais c'est pas grave. Allez, on va prolonger, je pense, jusqu'à un petit peu avant 13h. Restez avec nous. On va terminer avec Sylvie Pélissère qui nous rejoint en plateau. Merci Claude, merci Anne. Là, on va rentrer dans le concret sur l'accompagnement de Malakoff Humanis. Et suite à l'intervention de Sylvie, ce sera l'heure de conclure cet AG avec Françoise et Jean. Voilà, restez bien avec nous jusqu'au bout. Bonjour Sylvie. Bonjour Nicolas. Alors vous êtes responsable des services prévention santé chez Malakoff Humanis. Vous managez l'équipe de consultants qui ont pour mission d'accompagner les commerciaux terrain sur les sujets de santé au travail. Comment ça fonctionne entre vos équipes et les commerciaux sur ces sujets de santé au travail? Écoutez, ça fonctionne très bien. Bonne nouvelle. Ça fonctionne très bien. Pourquoi? Parce qu'on est tous on travaille tous dans le même sens, c'est-à-dire la satisfaction client et tous sur le terrain, que ce soit les commerciaux, les consultants. Il y a aussi une équipe de chargés de développement social chez nous qui s'occupe de tous les sujets de vulnérabilité et de fragilité. Alors concrètement, comment ça fonctionne? Donc tout passe d'abord par le commercial, puisqu'il va avoir le lead avec son entreprise, son client. Il va parler bien sûr de ce qu'il doit vendre, c'est-à-dire les contrats frais de santé, prévoyance, épargne, mais pas que, puisqu'il va aborder dans sa découverte client, on connaît très bien chez DCF la notion de découverte client, il va aborder tous les sujets de santé au travail. Donc on va aller élargir la posture et la découverte client avec donc nos clients ou nos prospects afin de détecter les enjeux précis
du client autour de la santé, puisque c'est légitime chez Malakoff Humanis de parler de santé et de santé au travail au sein de nos entreprises. Et à partir de là, donc dès que le commercial a détecté avec le client une appétence ou un besoin d'accompagnement sur les sujets, donc l'équipe prend le relais. Donc, on va faire un diagnostic un peu plus approfondi selon la démarche du diagnostic et protection du capital humain que Christophe a énoncé. Et par rapport à ces diagnostics autour de l'absentéisme, autour de la qualité de vie au travail, autour des vulnérabilités, des fragilités sociales des salariés, on va proposer des scénarios aux clients, à nos clients. Et par rapport à ces scénarios, on va mettre en place un plan d'action précis autour de 2-3 priorités, parce qu'il ne faut pas que ce soit un plan d'action avec 50 000 actions, parce qu'on ne les tiendra plus, pas du tout. Et par rapport à ce plan d'action, on va accompagner le client à l'animer et le déployer pour, in fine, mesurer l'impact sur la santé des salariés et sur la performance sociale de l'entreprise. Voilà. Eh ben, c'est très clair. Alors, on va donner dans un instant quelques exemples concrets d'accompagnement de vos équipes. Juste avant, on va faire un point très rapide sur la dernière étude menée en novembre-décembre 2020 par Malakoff Humanis pour DCF sur la santé des commerciaux. Ça va comment se porte la santé des commerciaux? Écoutez, alors on a eu pas mal de chiffres toute cette matinée. La santé des commerciaux, ils se disent en bonne santé. Okay. Ils se disent en bonne santé parce qu'ils se sentent hyper engagés dans leur travail. 61% des commerciaux interrogés sont engagés dans leur travail. Et puis aussi, il y a une fierté, donner du sens, cette fierté dans leur travail pour 91% des personnes interrogées. Et donc, bien sûr, la fierté de signer le contrat en fin de négociation. Malgré ce, il y a quelques risques professionnels. Quelques risques, ce sont les risques routiers, avec un rythme aussi de travail soutenu pour 47% des personnes interrogées, puisqu'on travaille à peu près en moyenne 45 heures par semaine en 2020, encore plus en 2021 avec le télétravail. Et puis, métier commercial avec quelques tensions. Mais malgré ce, ils se disent en bonne santé, parce que la santé, c'est gage de performance et de performance commerciale derrière. Bon, alors ça, c'est un point important, il fallait le souligner. Je passe directement à une question qui est liée quand même à cette pandémie dont on a parlé. On sait qu'il y a une surcharge mentale qui a été liée à la crise sanitaire. Qu'est-ce que, concrètement, vous avez mis en place pour vos adhérents pour agir sur cette surcharge? Vous aurez quelques exemples à nous donner? Oui, alors, quelques exemples en effet. Je reviens sur les impacts de la crise aujourd'hui à travers nos études. 2 points essentiels. Un absentéisme en augmentation. Il faut savoir que 38% des salariés ont eu au moins un arrêt de travail quand on a interrogé quand même l'ensemble des salariés, pas que les commerciaux, alors qu'en 2020, on était à 36%. Et la durée moyenne des arrêts de travail ont augmenté. En moyenne, en 2020, on était à 94 jours, alors qu'aujourd'hui, on passe à 105 jours d'absence. Donc, il faut, je pense, actuellement, agir sur les arrêts de longue durée. C'est un constat assez important. Et quand on regarde par rapport à ces arrêts de longue durée, on voit qu'en fait, les troubles psychologiques constituent le second motif des arrêts maladie de longue durée. Avant, bien entendu, vous avez les arrêts maladie toute cause, maladie grave, maladie tout court, quoi. Voilà. Donc le psychologique est important. Et je fais le lien avec ce que vient de dire notre médecin, cette notion de stress, de surcharge. Il faut faire des choses avant qu'on arrive sur le curatif. On le voit à travers nos études et on le voit à travers l'absentéisme. Et les solutions, qu'est-ce que vous avez? Alors, qu'est-ce que vous avez proposé? On a pas mal de solutions, surtout une équipe dédiée d'accompagnement. Alors c'est une quarantaine de personnes, un effectif temps plein sur le sujet, que ce soit les vulnérabilités, que ce soit la prévention, la santé au travail. 3 solutions que je pourrais retenir. La première solution, c'est une ligne psychologique qu'on a mis en place depuis le premier confinement pour l'ensemble de nos adhérents.
La deuxième solution, c'est actuellement, on rembourse les consultations chez les psychologues, même si vous n'avez pas cette garantie dans votre contrat d'assurance. Donc, tout adhérent chez nous, bénéficiaire, bénéficie aujourd'hui d'un remboursement de consultation à hauteur de 4 séances. Il faut savoir que pendant cette période-là, on a eu plus de 280 000 consultations de remboursées via le psychologue pour à peu près 100 000 assurés bénéficiaires. Donc, c'est important. Et puis, quelque chose d'hyper d'actualité, vous pouvez tous taper sur Internet MOOC, RPS, CNAM, Malakoff Humanis, parce qu'actuellement, nous lançons, est ouvert un MOOC sur les risques psychosociaux en partenariat avec le Conservatoire national des arts et métiers, où on a plus de 7000 inscrits. Et donc, vous pouvez tous y participer, et puis on pourra avoir des informations, comment prévenir l'IRPS, comment agir, comment diagnostiquer, etc. Alors ça, c'est des exemples très concrets. Quand l'un de vos commerciaux détecte un besoin particulier sur un sujet de santé au travail, quel type de réponse vous pouvez apporter? Alors, encore quelques solutions. Alors, je reprends aussi les termes du médecin qui disait qu'on peut avoir des actions dans le cadre de la prévention primaire. Donc, on va informer du style des kits clés en main sur les sujets de troubles musculo-squelettiques, parce qu'on voit très bien qu'avec le télétravail, les mauvaises postures, il y en a, et on voit que les consultations maladies pour des problèmes de mal de dos, etc., c'est aussi en augmentation. En termes d'information, il y a aussi notre site internet sur le comptoir de la malakoffhumanis.com, où on a des témoignages de DRH qui peuvent aborder tous ces sujets. Toutes nos études aussi sont sur ce comptoir-là. Des solutions pour sensibiliser et prévenir, donc dans la notion de prévention secondaire, comme des animations santé en entreprise sur le stress au travail, des animations sur les TMS, des animations sur la nutrition, l'audition, la vision. Sur l'activité physique aussi. Tous les sujets, Et puis, en termes d'accompagnement, pour faire le lien avec le sport, et non pas que sur les risques psychosociaux, parce qu'on a aussi pas mal de choses positives pendant cette période-là. On a mené des challenges de remise en forme, pas de sportifs, mais de remise en forme d'activité physique avec notre application Activiteam, et qui permettait de créer des groupes entre collaborateurs pour challenger le nombre de pas effectués, le nombre de sorties vélo, de marches, de courses à pied. Et c'est ce qu'on s'est aperçu qu'en fait, ça a remis en forme, mais surtout, ça a créé du lien social. Donc, il y a différents niveaux de réponse. Je résume, on peut informer, sensibiliser, prévenir. Vous avez des solutions également pour accompagner chez Malakoff Humanis. Une dernière question pour vous, avant de faire rentrer Philippe sur ce plateau pour conclure. On l'a évoqué tout à l'heure avec Christophe Scherer. Finalement, se préoccuper de la santé de ses équipes, préserver son capital humain, on l'a compris, donc sa performance économique, c'est très important, mais toutes les entreprises n'ont pas forcément le moyen de prendre ces sujets à bras-le-corps. Et Christophe nous disait que ça intéresse tout le monde, mais vous avez aussi des solutions pour les TPE, les PME. Oui, surtout les TPE, PME, qui est notre tissu économique. C'est important de les accompagner. Alors, on ne va pas aborder le sujet de la même manière quand on est dans un grand groupe, parce qu'il y a des moyens humains, il y a des moyens financiers, il y a aussi des référents prévention, il y a aussi un CSE. Pour nos TPE, PME, on va plutôt orienter notre discours autour des obligations légales en matière de santé et sécurité au travail, parce qu'il faut savoir qu'une TPE-PME sur 2 n'a pas rédigé, par exemple, le fameux document unique d'évaluation des risques professionnels. Et à partir de là, on va identifier des facteurs de risque en fonction du secteur d'activité de l'entreprise. Et comme solution, on va proposer, par exemple, des formations en ligne sur les risques chimiques, quand on est en industrie, par exemple, de la chimie, sur les risques de chute de plein pied, parce qu'on a beaucoup d'accidents du travail, de chute au travail. De ce type de solutions très concrètes, spécifiques déjà sur
les obligations légales en matière de santé et sécurité au travail. Merci beaucoup Sylvie Pélissard d'avoir été avec nous, de nous avoir donné tous ces exemples d'accompagnement. On peut encore vous sur la QVT. On aurait pu vous garder très longtemps, mais là, on est déjà assez short niveau timing. Merci beaucoup Sylvie. Et c'est Philippe qui nous rejoint en plateau pour conclure sur cette séquence. Je vais vous demander aussi une conclusion assez rapide. Je vais faire très court. En 2 minutes. Qu'est-ce que vous avez, parce que je vous ai vu noter plein de choses, des points de vue. Qu'est-ce que vous avez retenu de moi, j'ai noté des choses voilà, dont on n'a pas l'habitude forcément de parler quand on parle management et ainsi de suite. On a parlé de sourire. Tout à fait. L'importance du sourire, donc ça c'est important. La place des émotions. Aussi qui transpirait tout au long des échanges qu'il y a pu y avoir, l'importance de laisser la place justement à ces émotions et surtout créer des émotions positives. Voilà, ça c'était... Alors, autre chose aussi qui m'a paru essentielle, c'est que pendant très longtemps, on disait en gros, Yaka Faucon, en gros, on disait, écoute, adapte-toi, aux collaborateurs, adapte-toi, et puis voilà, et avance. Voilà. Là, il y a un changement radical de posture, c'est le manager qui, effectivement, doit s'adapter à ses équipes. Et je crois que ça, c'est particulièrement important. C'est important, effectivement, pour que les collaborateurs se sentent bien. Effectivement, ça va dans les deux sens. Évidemment qu'il faut aussi qu'il y ait de l'envie chez le collaborateur de bien faire. Mais justement, on voit à quel point c'est le manager qui va induire ce comportement, et pas l'inverse. Donc ça, je crois que c'est vraiment essentiel. Et d'ailleurs, moi, j'ai souvent dit que pour un manager, qu'il soit commercial ou d'équipe en général, le Graal à atteindre finalement, est-ce que ce ne serait pas qu'un jour on ait été tellement bon que notre collaborateur un jour devienne notre supérieur, voilà, ça voudrait dire qu'on a montré le chemin, qu'on a tracé, et voilà. Pour moi, je me suis toujours dit que pareil, le rôle d'un manager, c'est de faire en sorte que ses collaborateurs arrivent avec le sourire le matin, repartent avec le sourire le soir pour mieux performer. Ça me paraît essentiel, même si on s'est engueulé dans la journée, parce qu'il ne faut pas croire, ce n'est pas non plus un monde de bisounours, il peut y avoir des tensions, mais c'est la façon dont on va gérer ces tensions, et c'est ça aussi qu'on a traité ce matin. Et merci à tous les intervenants, parce que, voilà, je ne sais pas comment vous avez trouvé ces débats, mais moi, en tous les cas, j'étais captivé, et c'est vrai que je prenais plein de notes. Voilà. C'était très enrichissant, et on l'a démontré ce matin, le bien-être au travail, c'est un atout majeur de la performance commerciale. Merci à vous deux. Merci à ceux qui étaient présents et à ceux qui étaient connectés. Exactement. On va prendre 5 petites minutes, et à 13h, on vous laisse pour déjeuner. On conclut avec Jean et Françoise. Tout de suite.